L'invité de ce Smart Impact, c'est Jérémy Lamry. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes chercheur, entrepreneur, vous publiez ce livre 2040, 5 futurs possibles. Comment s'y préparer? C'est aux éditions Erol. Pourquoi vous l'avez écrit? C'est quoi l'ambition de ce livre? L'ambition de ce livre, c'est de proposer un projet de société. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on sait faire le constat des problèmes. Le dérèglement climatique, les crises qui s'accumulent, les écarts. Mais en revanche, quand on parle d'un projet de société pour le futur, il y a peu de réponses. Pourquoi? Parce que dans les années 80, vous demandiez aux gens si le futur pouvait être souhaitable. On vous disait oui, c'est possible. Aujourd'hui, beaucoup moins de gens vont vous dire ça. Alors qu'en fait, c'est possible. Oui, et avec, on parle beaucoup d'acceptabilité dans cette émission, du fait qu'on est dans une période où il y a une partie des citoyens en Europe, aux États-Unis, ailleurs, qui freinent face à l'urgence de la transformation. L'idée, c'est justement de proposer un futur, de dire que c'est possible et qu'il y a un futur désirable. Vous aviez ça en tête? Exactement. La notion de futur désirable, de futur souhaitable est extrêmement importante parce que on a tendance à penser qu'il va falloir se résigner. Je ne suis pas d'accord avec ça. On a des nouvelles formes de travail qui vont arriver. On a plein de transformations qui vont arriver. Et ces transformations, en fait, qui vont arriver dans 5, 10, 15 ans, elles se préparent aujourd'hui, à condition que collectivement, on fasse les bons choix. Oui, avec ce résultat du baromètre Glinfex ADEME de la consommation responsable, il y a pas mal de chiffres. 93% des Français qui désirent revoir en partie ou complètement le système économique, sortir du mythe de la croissance infinie. 83% qui voudraient vivre dans une société où la consommation prend moins de place, et puis 87% qui estiment que plutôt d'innover à tout prix, il faudrait revenir à l'essentiel et au bon sens. Bon, la façon de poser les questions induit un peu les pourcentages, mais quand même, je voulais qu'on réfléchisse pour savoir à qui s'adresse ce livre-là. Qui doit le lire? Les responsables politiques, tous les citoyens? À qui vous l'adressez, ce livre? Alors, le mot, vous l'avez utilisé, pour moi, c'est avant tout un ouvrage citoyen. C'est-à-dire qu'il s'adresse à toute personne qui a envie de se sentir un minimum concerné et impliqué dans ce que peut être notre futur. Oui, d'accord. Et vous développez le concept de secteur ou d'économie quaternaire. De quoi il s'agit? Alors, pour comprendre le secteur quaternaire, il faut repartir un petit peu de ce qu'est le travail. Ce qu'on appelle le travail, c'est l'activité rémunérée par laquelle on crée de la valeur socio-économique. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Il y a 200 ans, travailler, ça voulait dire labourer un champ. Dans les années 50, travailler, ça voulait dire principalement être à l'usine. Aujourd'hui, pour 80% de la population active française, travailler, ça veut dire travailler dans le secteur tertiaire, le secteur des services. Un secteur qui n'existait pas de manière formalisée en 1950. La question que pose l'ouvrage et la réponse qu'elle essaye d'y apporter, c'est ça veut dire quoi travailler dans 20 ans? L'intelligence artificielle arrive et beaucoup de gens me disent, est-ce qu'on aura toujours de l'emploi, du travail dans 10-20 ans? Est-ce que les humains travailleront? Ou est-ce qu'on aura basculé dans une société de loisirs? Ça voudra dire quoi travailler? Et donc ça, c'est le principe du secteur quaternaire. Et le secteur quaternaire, c'est pas nouveau. Ça a été théorisé il y a plus de 50 ans et ça regroupe toutes les activités qui ne sont pas des activités productives, au sens qui créent directement de l'argent, comme on a dans les 3 premiers secteurs d'activité. Et la plupart de ces activités existent déjà. La santé, la sécurité, la solidarité, l'éducation, l'écologie. Tous ces sujets sont des sujets qui ne font pas vraiment de l'argent. Quand on travaille dedans, on ne gagne pas bien sa vie et c'est une vocation. Pourtant, si on arrête de le faire, la société ne fonctionne plus. La conviction que j'ai, c'est que la valeur se déplace petit à petit et le modèle économique que la France et que nombreux pays doivent mettre en place dans les 15 prochaines années, c'est comment est-ce qu'on fait de l'économie quaternaire une économie qui devient le principal réservoir d'emploi et qui est rémunérateur. D'accord. Alors avec un certain nombre de leviers ou d'idées, de concepts sur lesquels repose ce modèle, il y a l'innovation éthique, le revenu contributif, la démocratie participative, et puis l'économie circulaire et locale. On va un peu les détailler. Déjà, l'innovation éthique, en entendant ces mots, je vois bien ce que ça veut dire, mais comment vous la définissez? Alors, je la définis déjà en tant qu'idéologie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'intelligence artificielle, la robotique arrive de toutes parts. Et ce qu'on entend, c'est qu'il ne faut pas freiner l'innovation. On a besoin de rester compétitif. Ouais, on est dans une course au gigantisme, même, on pourrait dire, des États et des entreprises en matière d'intelligence artificielle. Et des entreprises aux États-Unis qui aujourd'hui disent attendez, avant d'embaucher, je veux que vous me prouviez qu'une IA ne peut pas le faire. Est-ce que c'est notre manière de penser en Europe, par exemple? J'en suis pas si certain. Et je pense en fait qu'en Europe, on va devoir dresser des lignes. On commence déjà à le faire avec le RGPD, avec la CSRD, qui sont des directives européennes sur l'intelligence artificielle et la responsabilité sociétale. Et donc, je pense qu'on va devoir dresser d'autres lignes en France et en Europe pour se dire on n'est pas prêt à innover à tout prix.
L'innovation éthique, c'est ça, c'est se dire en fait comment on fait pour préserver les libertés, le potentiel des individus. Ouais. Est-ce qu'un continent, alors même s'il y a on est plutôt dans une période de frein, notamment sur la CSRD ou sur la CS3D, sur la compliance, mais on est plutôt en Europe en train de freiner. Mais est-ce que l'Europe peut être le continent mieux-disant et garder sa compétitivité? Vous voyez ce que je veux dire? Même si je comprends bien qu'on est dans un modèle différent, mais est-ce qu'on peut être les seuls à se lancer, quoi? C'est très intéressant comme question. Est-ce qu'on peut être les seuls à se lancer? Parce que ça part aussi du principe qu'aujourd'hui, on est tous interdépendants, ce qui est une réalité, et c'est accéléré depuis la fin de la guerre froide. Je fais le pari que dans les années qui viennent, on va avoir une nouvelle refragmentation du monde par grands blocs, et notamment grands blocs idéologiques. Donc la question, c'est pas est-ce qu'on peut être les seuls à se lancer? C'est la question, c'est comment on affirme ce modèle-là. Je ne pense pas qu'on ait vraiment le choix en tant qu'Européens si on veut que notre avenir soit souhaitable. Oui, c'est presque un choix idéologique, c'est ce que vous dites. Donc ça suppose aussi d'être le plus autonome possible, moins dépendant des biens et des services qui viennent des autres blocs. Et comme ce qu'on est en train de faire quelque part, c'est-à-dire si on est dépendant, ça doit être des amis. Oui, ça c'est assez compliqué parce que les amis peuvent être complexes. Voilà. Bref, on le voit avec les États-Unis. Le revenu contributif, là aussi, je veux bien que vous m'expliquiez de quoi il s'agit. Alors il y a quelques minutes, vous avez parlé potentiellement d'une société du loisir. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je pense en fait que travailler est un vecteur d'accomplissement. Simplement, travailler évolue en fonction du temps. Et donc, je pense qu'il faut continuer à considérer la notion de travail, et la notion de travail au sens aussi bien d'effort que d'accomplissement, que de création de valeur. Et le revenu contributif a pour objectif de se dire, demain, il y a des personnes qui pourront être embauchées par des entreprises parce qu'elles seront considérées suffisamment compétitives. Et il y a tout un tas d'autres personnes qui peut-être ne voudront pas jouer ce jeu-là, ou qui ne le pourront pas parce qu'elles ne seront pas au niveau attendu par les entreprises. Et pour autant, ces personnes, elles peuvent contribuer fortement dans la santé, la sécurité, la solidarité, l'éducation. Aujourd'hui, 11 millions d'aidants. Et pas de modèle économique dessus. Donc le sujet demain, c'est beaucoup plus d'aidants. Et donc rien que ça, en fait, ça laisse ouvrir des débats sur peut-être que demain, les aidants de nos familles ne sont pas de notre famille. Mais ça veut dire même revoir les principes de la comptabilité au sein des entreprises. Alors bon, je vois que vous avez bien le sujet en tête sur les entreprises, mais aussi bien demain au niveau de l'État, ça ouvre le sujet de la triple comptabilité. Aujourd'hui, la comptabilité dans les entreprises, c'est le bilan financier. Et demain, en fait, c'est se dire, bah oui, mais les compétences qu'il y a dans mon entreprise, elles ont de la valeur. Ça peut être le bilan social. Le revenu décent que Michelin crée en place va peut-être impacter son bilan financier, mais impacter positivement son bilan social. Oui, donc et ça, c'est déjà, on est dans la double matérialité, c'est déjà ce que propose le règlement européen, la CSRD. Bon, alors, attention, avec le bilan extra-financier, il y a un peu de ça. Il le propose, voilà, avec le bilan extra-financier, il y a un peu de ça. Bon. Donc l'objectif de la triple comptabilité, c'est aussi de rappeler que les gens sont très rationnels, notamment les directeurs financiers, et que demain, un directeur administratif financier, un DAF, qui regarde son bilan, qui a 3 comptabilités financières, sociales, environnementales, il ne prend pas les mêmes décisions. Oui, il faut que ce soit intégré à son On améliore que ce qu'on mesure. La démocratie participative. Alors, il y a beaucoup de politiques qui nous la promettent, la démocratie participative. D'ailleurs, ça a eu lieu. Il y a eu des conventions citoyennes. Quand je lis ça, je me dis, ça veut dire quoi? Vous ne faites pas confiance aux parlementaires pour faire évoluer la société? Non, j'ai confiance dans la démocratie, et notamment la démocratie représentative, mais ce n'est pas exclusif. En fait, la démocratie participative, selon moi, dans la manière dont je le conçois, elle part avant tout du principe qu'il faut former et éduquer les citoyens. Aujourd'hui, la plupart des citoyens ne sont pas dans les dispositions de prendre des mesures qui sont souhaitables pour le plus grand nombre, tout en permettant en fait la durabilité économique, sociale, environnementale. Pourquoi? Parce que la plupart des gens voient leurs propres enjeux. Et donc la démocratie participative, c'est aussi bien le droit de pouvoir contribuer via plus de référendums par exemple, mais également une forme d'éducation continue des citoyens sur les enjeux qui les gouvernent au quotidien. Dernier thème, l'économie circulaire et locale. Alors ça, on en parle très souvent dans cette émission. Elle pèse encore trop peu dans notre économie. Comment la développer, d'après vous? En laissant plus d'autonomie aux régions, je pense déjà. Peut-être en développant aussi, aujourd'hui notre concept de monnaie est un concept extrêmement centralisateur et un concept potentiellement qui casse les logiques et les dynamiques locales. Donc le retour de monnaie locale dans certains endroits montre à quel point ce concept de monnaie locale, il est lié à la capacité à pouvoir créer des cycles courts et des écosystèmes extrêmement régionaux. Merci beaucoup Jérémy Lamry. Votre livre 2045 futurs possibles et comment s'y préparer est publié aux éditions Erol. On passe à notre débat avec les résultats d'une étude édifiante sur la désinformation climatique.